Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième version de mon top 5 des jeux de société avec figurines jouables en solo. Mon dernier top date d'il y a plus d'un an, vous allez voir qu'il y a pas mal de changements. Il y a deux jeux qui sont restés dans ce top. Et oui, puisqu'il y a eu des nouveaux arrivants et il y a eu pas mal de changements dans ma ludothèque. Et au niveau gameplay, je me suis retrouvé plus sur certains titres. Donc on va voir ça ensemble. Je vous propose de commencer par le top 5. Allez, on va commencer par le cinquième, qui est un jeu que je n'ai plus. Voilà, je l'ai plus, je l'ai revendu, malheureusement, parce que j'y jouais un petit peu moins, et j'avoue, j'ai été tenté par une bonne offre, alors je l'ai revendu, à regret, parce que maintenant j'aimerais y rejouer, sauf que j'ai mon pote Chris, qui l'a. Donc du coup, je sais qu'on va pouvoir y jouer ensemble, et ça c'est cool. Je veux bien entendu parler de Gears of War, le jeu de plateau. Alors Gears of War, le jeu de plateau, c'est un jeu qui malheureusement n'est plus édité aujourd'hui, il est trouvable uniquement en occasion, mais c'est un jeu d'escarmouche finalement, enfin d'escarmouche, c'est des missions à accomplir, mais on va finalement ne faire que de tirer, se mettre à couvert, tirer, se mettre à couvert. Les ennemis vont apparaître. Notre mission, nous en général, c'est de se rendre d'un point A à un point B ou d'aller chercher un ami à nous qui est mort sur le terrain. Pour ceux qui ont déjà joué à Gears of War en jeu vidéo, c'est voilà, c'est pas plus subtil que ça. C'est vraiment un jeu dans lequel il faut tout le temps lancer des dés, attaquer, lancer des dés, attaquer. Il n'y a pas de subtilité du tout. Il n'y a pas de mécanique spéciale à part ça. Il y a une super mécanique qui se joue avec les cartes, c'est-à-dire que le nombre de cartes qu'on a en main, c'est nos points de vie. Et ça, c'est vraiment une bonne idée. Sur nos cartes, il y a des actions à faire. On peut défausser la carte pour faire l'action, mais le problème, c'est que du coup, c'est un point de vie qu'on enlève. Voilà. Et quand on n'a plus de points de vie, on tombe, et là, il faut que quelqu'un d'autre vienne nous tirer, un peu comme dans le jeu vidéo. C'est ça qui est vachement bien avec Gears of War. Donc oui, moi, je l'avoue, je l'ai revendu parce que un peu par lassitude. Parce que finalement, dans ce jeu, on fait beaucoup la même chose, mais ça reste un jeu d'éclate. Ça reste un jeu vraiment où on s'éclate sur ce jeu. On peut y jouer en solo, évidemment, parce que sinon, il ne serait pas dans cette catégorie-là. On peut y jouer avec un personnage, deux personnages en solo, voilà, il y a de quoi vraiment s'éclater. Il y a des missions différentes. Dans les missions, je vous dis, il y a des objectifs différents, mais ça revient toujours quasiment à parcourir un niveau et à éclater tout le monde sur son passage. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un système de paquet de cartes d'intelligence artificielle, donc un paquet de cartes IA, qui fait que quand on va tirer des cartes, ça va nous dicter ce que l'ennemi va faire. Et ça apporte un côté thématique quand on tire la carte. Vraiment, on a vraiment l'impression que le personnage réagit par rapport à ce qu'on fait. Donc les cartes sont écrites de façon à justement taper dans le mille, quoi, à faire en sorte que l'action que l'on fait soit la même soit une réaction à une action qu'on a déjà faite. Mais c'est vraiment bien pensé, et ce jeu-là, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne. D'ailleurs, je vous la mets en lien. Si vous voulez aller voir ce que donne ce jeu en vidéo, et probablement qu'on en refera des parties sur la chaîne avec mon pote Chris. Voilà pour Gears of War, le jeu de plateau, que j'ai placé en 5e position. En 4e position, c'est un jeu qui est sorti assez récemment, donc il y a eu une campagne Kickstarter sur ce jeu. Moi, je l'ai pas pris lors de la campagne Kickstarter, je l'ai acheté en occasion et je me suis procuré quelques extensions, voilà, pour pouvoir agrémenter le jeu, parce que c'est vrai que quand on aime un jeu, on aime avoir toutes les petites extensions. Des fois, les extensions, on sait qu'on va pas y jouer. Par exemple, je donne des exemples à la con, des extensions peut-être de Resident Evil 2. J'avais les extensions. Et il faut d'abord parcourir le jeu de base pour pouvoir faire l'extension après. Sauf que là, c'est des extensions qui rapportent des monstres en plus, des boss en plus, des machins, etc. Et ça par contre, on a envie de les prendre. Et ça, c'est chiant parce qu'on a vraiment envie de tout avoir pour que quand on fasse une partie, on puisse tout mélanger et avoir vraiment la totale. Et ce jeu-là, c'était une très bonne surprise. Je me le suis procuré parce qu'il y a eu une promotion. Je l'ai eu pas très cher. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont profité de cette promotion d'ailleurs. Et ce jeu-là, en fait, il est vraiment... il a plein de qualités. Ce jeu-là est vraiment plein de qualités. Je veux bien entendu parler de la grosse boîte de Massive Darkness 2. Alors Massive Darkness 2, grosse surprise pour moi. Je vous avoue que je l'aurais pas acheté si jamais je l'avais pas trouvé en promo. Grosse surprise déjà par son thème, voilà, médiéval fantastique. C'est un peu ça qui m'a attiré aussi au départ, mais surtout le fait qu'il y ait des personnages asymétriques dedans. Chaque personnage se joue différemment. Vous en avez un qui va piocher des jetons dans un sac.
vous avez un magicien avec une roue qui va lancer des sorts, vous avez un paladin, c'est un truc de dingue. Il y a vraiment, chaque personnage a sa classe et se joue différemment. Alors après, au niveau des quêtes, c'est souvent des quêtes classiques, c'est de se rendre un point A à un point B, et des fois aller activer un interrupteur à droite à gauche pour ouvrir une porte. Après, j'ai pas été plus loin dans les scénarios encore, on en a fait 2-3, mais par la suite, sûrement que ça se corse, et ça doit être beaucoup plus intéressant. Et l'autre atout aussi de ce jeu qui est super cool, c'est justement de pouvoir tout mélanger, c'est-à-dire que on va avoir des monstres qui vont popper un peu partout, et du coup il va y avoir différents monstres, on va tirer à chaque fois un nouveau monstre, ah c'est ce type de monstre là qui arrive, etc. Et on a des gros monstres, comme c'est des monstres errants. Et le fait de tout mélanger et que chaque partie soit différente, ça me fait un peu penser à d'autres jeux que je vais vous parler juste après, mais vraiment ça crée une partie typique, unique. Alors c'est un jeu où on poutre, hein, clairement, on balance des dés et on éclate les ennemis, mais c'est un côté un peu addictif, et le fait qu'on gagne de l'XP, comme dans Zombicide, on gagne de l'XP, etc. Mais ça va nous permettre, en fait, l'XP, de pouvoir gagner des compétences. Ensuite, on va gagner du loot, on va gagner plein d'objets à la Diablo et tout, on va se les mettre tous autour de notre plateau personnel, on va faire des échanges, je change de cape, je change d'armure, je change d'épée, je prends un bouclier à la place, je prends de trucs, des machins, etc. Vraiment, c'est vraiment sympa, on a vraiment l'impression de partir dans un donjon et puis de faire un donjon à la Diablo, quoi. Et vraiment, c'est super classe. Et donc, je vous dis, l'avantage, c'est que chaque personne va prendre un personnage qui se joue différemment, et son gameplay va refléter vraiment la classe qu'il joue, en fait. Du coup, ça crée des parties vraiment atypiques, vraiment sympathiques, et vraiment, non, c'est vraiment cool. On n'a pas l'impression d'avoir juste le mec qui tire plus loin, etc. Chacun a un gameplay différent. Voilà, c'est ça qui est cool. Chaque personnage a un gameplay différent. Voilà. Et moi, comme je vous dis, j'ai pas pu m'empêcher du coup d'acheter les extensions qui vont avec, hein, qui rajoutent des monstres errants, qui rajoutent des bandes, donc des monstres qui pop classiques, des nouveaux personnages qui vont avec, hein, forcément, des nouvelles classes. Voilà, c'est un peu le piège de ce genre de jeu, mais j'avoue que tout mélanger comme ça fait un gros melting pot, et on balance une partie, et c'est un peu le principe Zombicide, sauf que, comme je vous ai déjà dit moi dans la vidéo que j'ai faite sur les jeux qui ne plaisent à tout le monde sauf à moi, dans les Zombicides, on doit prendre 6 personnages. Ici, c'est un genre de Zombicide, mais on peut prendre un seul personnage et le jeu s'adapte à ça. Et voilà, c'est ce qui est bien dans les jeux, c'est ça, c'est que les jeux puissent s'adapter à ça. Donc voilà, dans tous les cas, je vous ferai une partie plus approfondie pour vous expliquer un petit peu mon ressenti, faire du gameplay ensemble et qu'on kiffe un peu ensemble aussi pour Massive Darkness 2. C'était donc à la 4e position, Massive Darkness 2. Allez, on passe à la 3e position. Malheureusement, un jeu encore un peu introuvable. Je vais pas dire qu'il est introuvable, mais malheureusement, les gens spéculent de dingue sur ce jeu. Il se passe une hype de fou en ce moment, surtout avec la page, avec le Kickstarter de Nemesis 3 qui est sorti. Je vous ai spoilé, ça y est, c'est fait. C'est Nemesis, évidemment. Ce jeu-là, je préfère le 1. J'ai essayé Lockdown, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne pour expliquer, j'ai fait des parties de Lockdown. Mais justement, j'ai expliqué que ce jeu-là, je l'ai revendu aussi parce qu'il ne me procurait pas les mêmes sensations que le 1. Je trouvais qu'il complexifiait un peu plus le jeu inutilement. Voilà, il y avait trop de trucs complexes et c'était un peu trop dur à gérer. Déjà qu'une partie de Nemesis, c'est long. Alors une partie de Nemesis Lockdown, avec en plus de ça l'électricité et tout, bon ça m'a gavé. Bref, on va pas partir sur ce débat-là. Nemesis, c'est un jeu donc de figurines dans lequel vous allez avoir un vaisseau qui est donc envahi d'aliens, sauf que les aliens vont débarquer un petit peu partout, mais aléatoirement. Et en fait, le principe de base, c'est qu'on se réveille on se réveille d'une cryogénisation qui est défaillante. Donc en fait, on se réveille. On devrait pas se réveiller normalement, mais on se réveille. C'est comme si le vaisseau en fait avait eu une grosse défaillance. Tout le monde se réveille et on se retrouve avec un personnage à nous qui est mort dans l'hibernatorium. On est amnésique, c'est-à-dire qu'on se souvient plus trop de toutes les... On sait les salles qu'il y a dans le vaisseau, on sait à quoi elles servent,
mais on sait plus où elles sont. C'est ça le principe qui fait qu'on mélange les tuiles et qu'on les dispose aléatoirement un petit peu partout. Et le but du jeu, ça va être, il y a deux modes. Il y a le mode coopératif et le mode semi-coopératif. En mode coopératif, on doit se coordonner pour remplir chacun notre objectif et au mieux. C'est-à-dire que les moteurs doivent être en forme, voilà, les moteurs doivent être réparés. Au cockpit, on doit se diriger vers la Terre, enfin ça dépend de l'objectif qu'on a, mais en général c'est ça. On doit se diriger vers la Terre, on a des nacelles pour s'échapper en cas de problème, etc. Il va y avoir plein de choses à gérer, le feu, les pannes, il faut pas qu'il y ait trop de feu dans la base, dans le vaisseau, sinon il explose. Et les aliens qui vont venir nous mettre du piquant avec tout ça. Et ça, vraiment, c'est hyper top. Et donc, on a le mode semi-coopératif dans lequel on a un objectif, personnel, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va pas devoir accomplir tous les objectifs de tous les joueurs. Là, on va devoir accomplir notre objectif à nous. Sauf que là, notre objectif à nous, c'est peut-être que le joueur 2 ne s'en sorte pas vivant. Voilà. C'est peut-être que le vaisseau aille dans l'espace. C'est peut-être qu'on doit, je sais pas moi, faire quelque chose tout péter et puis se barrer en nacelle. Et voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est que pendant tout le jeu, on va garder ce suspense et on va faire des petites actions que les autres vont commencer à se demander si on fait des trucs louches ou pas. Ça, je trouve ça génial. Et donc, ce jeu est bien entendu jouable en solo. Et en solo, il faut remplir son objectif. Et il est bien en solo. Il est bien en solo, ça crée une expérience différente, évidemment. C'est quand même beaucoup plus intéressant d'y jouer en semi-coopératif. Quand tout le monde se suspecte, ça c'est génial. Mais en solo, c'est plutôt pas mal aussi, parce que du coup, on a son objectif à remplir. On a les aliens qui vont nous empêcher justement de remplir cet objectif. Et voilà, et ça va créer un énorme melting pot qui fait qu'on se retrouve vraiment, on a vraiment la sensation d'être dans Alien, le film. C'est pareil, j'ai fait des vidéos sur la chaîne et j'ai fait du gameplay. Je vous laisse aller les voir si vous voulez voir à quoi ressemble une partie de Nemesis en solo. Voilà. On peut également prendre deux personnages en solo. Voilà, on sera toujours en coopératif évidemment. Hein, on peut pas jouer en compétitif en solo, c'est un peu stupide. Mais voilà, donc ce Nemesis, un indétrônable qui malheureusement aujourd'hui vaut vraiment... les gens spéculent sur le prix, c'est un truc de dingue. Voilà, il y a des rumeurs, je vous le dis, il y a des rumeurs qui disent qu'apparemment Asmodée le redistribuerait en français. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'affirmé, mais il y aurait des rumeurs comme quoi il serait redistribué en français. Donc pour les plus patients, attendez la fin de la campagne, que le Nemesis 3 soit livré. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo, bien évidemment, quand on recevra Nemesis 3, ça c'est sûr. Je vous ferai tout, l'unboxing, tout, on se fera des parties de dingue, voilà. J'ai commandé le all-in. Bref, et donc peut-être attendez, peut-être que tout ça passe, et peut-être que vraiment la rumeur sera peut-être vraie, et qu'apparemment Asmodée le repasserait le rééditerait en français. Voilà. Donc Nemesis, si vous l'avez chez vous, bah, je pense que vous savez de quoi je parle. Un indétrônable. Et vraiment, pour moi maintenant, je sais que ça c'est le genre de jeu qui même si on n'y joue pas tout le temps, parce que c'est quand même un gros jeu. Même si on n'y joue pas tout le temps, c'est un jeu qui, quand on va le sortir sur la table et qu'on sait qu'on a un peu de temps pour y jouer, on va passer un très bon moment. C'est le genre de jeu qui, quand on a fait une partie de Nemesis, on est capable de se rappeler. Moi, je me rappelle plus ou moins des parties que j'ai faites. Je me rappelle de l'issue des parties. Je me rappelle de ce qui s'est passé, des titilleries un peu de chacun et tout. C'est vraiment cool. Voilà. Donc, en troisième position, Nemesis. Donc bien entendu, j'ai mis Nemesis en troisième position. Je pense que vous l'avez compris un petit peu, c'est parce qu'il est bien en solo, il est jouable en solo. Par contre, oui, il prend son ampleur quand on y joue vraiment à plusieurs. Mais pour moi, il est dans ma ludothèque à moi. Je suis désolé, j'ai fait mon tri. C'est facilement le troisième meilleur jeu que j'ai avec un jeu de société avec figurines jouable en solo. Alors pour cette deuxième place, c'est un jeu qui était déjà présent dans mon ancien top. C'est le deuxième jeu qui était présent dans mon ancien top. Le premier, c'était Gears of War. Et celui-ci, il est indétrônable. Celui-ci, il est indétrônable. Je crois que je le revendrai jamais, celui-là. Je m'éclate tellement avec. J'ai peint toutes les figurines, forcément, hein, ce jeu-là, au bout d'un moment. Là, il va falloir que je m'attelle à peindre tout le reste. Parce que, bon, Nemesis est peint aussi. Mais il va falloir que je m'attelle à peindre aussi... peut-être probablement Massive Darkness, il a encore du boulot aussi. Bref, pour cette deuxième position, donc, c'est un jeu indétrônable, c'est un jeu
dans l'univers de Lovecraft. En fin de vidéo, je vous expliquerai pourquoi j'ai changé quelques trucs par rapport à mon premier top. C'est un jeu dans l'univers de Lovecraft et c'est un jeu, on s'éclate tout le temps. On s'éclate tout le temps avec, même si on gagne toujours sur le fil. Je veux bien sûr, bien entendu, parler de Cthulhu Death Medaille. Cthulhu Death Medaille, c'est un jeu, si vous voulez vous amuser, déjà il faut essayer de trouver tous les grands anciens déjà, parce que pour avoir plus de variété, il faut avoir tous les grands anciens et il faut avoir au moins la saison 2. Comme ça, il y a 6 épisodes dans celui-là, 6 épisodes dans la saison 2, il faut les 2 saisons. Il faut les 2 saisons et les grands anciens qui vont avec. Alors Cthulhu Death Medaille, c'est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de plateau dans lequel on va avoir un grand ancien, qui est donc le grand méchant, qui est dans son monde. En début de partie, il est dans son monde. Le but, nous, c'est de choisir un scénario. On a 6 scénarios dans la boîte de base. On va choisir un scénario, donc ce ne sont pas des scénarios à proprement dit qui se suivent. C'est pas scénario 1, ensuite on fait le 2. On peut la jouer comme ça. Mais ce sont 6 différentes façons de jouer. Et c'est ça qui est vraiment exceptionnel dans ce jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va sortir un scénario, qu'on va le mettre en place, ça va nous donner une manière de remporter la partie. Il y en a certains, il va falloir éteindre des feux, il y en a certains, il va falloir trouver 2 pions identiques pour trouver le grimoire correspondant, etc., etc. Pendant ce temps-là, le grand ancien est sur sa piste, donc dans son monde, il va progresser tout doucement, de case en case, et il va au bout d'un moment arriver sur le plateau. Sauf que le twist de ce jeu, c'est que s'il arrive sur le plateau alors qu'on n'a pas terminé la mission, dans ce jeu ça s'appelle accomplir le rituel, tant qu'on n'a pas accompli le rituel, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour la mission, le grand ancien arrive sur le plateau, mais il est invincible. Et ça, c'est un truc de dingue. Et du coup, là par contre, on fait moins le malin. Si on a réussi à terminer le rituel, donc par exemple, s'il faut récupérer, je sais pas moi, 2 petits icônes pour avoir le grimoire qui correspond et qu'on a fait ça 3 fois, je sais plus exactement. Il faut avoir par exemple 2 grimoires, etc. Dès qu'on a réussi à les récupérer, on a fait ce qu'il fallait faire pour le scénario, le grand ancien est vulnérable. Et là, le but du jeu, c'est bien entendu de terminer le grand ancien. Sauf que le grand ancien a 4 phases. Ouais, c'est un truc de dingue. Le grand ancien, il a 4 phases. Donc il faut le battre pour sa première phase, ensuite il faut le battre pour sa deuxième phase, etc. jusqu'à la 4e phase. Dès qu'on a battu le grand ancien, on a gagné la partie. Alors autant vous dire que ce jeu-là est quand même assez dur. Il est quand même assez dur. Ce qui est bien aussi, donc, c'est que chaque personnage, ils sont pas asymétriques, mais ils ont des pouvoirs différents. Et ça, c'est vraiment génial. Il y en a qui peuvent courir plus vite, il y en a qui peuvent tirer à distance. Voilà, c'est vraiment top. On gagne des dés en plus. Voilà, franchement, ce jeu, c'est un Ameritrash. On appelle ça un Ameritrash, c'est-à-dire qu'on va lancer des dés. Et ça va, c'est le but de lancer des dés pour éclater les ennemis, etc. Mais il y a quand même un effet stratégique. Et il y a quelque chose, il y a une mécanique dedans que je n'ai pas vu dans les autres jeux avec figurines auxquels j'ai joué. Si vous en connaissez, dites-le moi. C'est le fait que lorsque vous quittez une tuile, ou une zone qui contient des ennemis, tous les ennemis vous suivent. C'est-à-dire que si vous quittez 3 zones et que vous passez par 3 zones où il y a plein d'ennemis, tous les ennemis que vous croisez vont vous suivre. Et ça, c'est un truc de dingue. Donc ça peut être sympa pour, par exemple, libérer un ami, par exemple, qui a du monde. Par contre, c'est nous qui allons nous taper tout le monde. Donc il faut pouvoir réussir à gérer par rapport à ses pouvoirs à nous, par rapport à nos pouvoirs à nous, pour essayer de jauger le truc. Il y a des pouvoirs qui font que, des fois, quand on va lancer les dés, on va pouvoir appliquer les dégâts à tous les ennemis. Il y a vraiment des choses à faire comme ça. On a une carte de folie qui va nous rendre fous au fur et à mesure. On a une piste de folie. Si on monte, on devient de plus en plus puissant. Par contre, si on arrive à la fin de la piste de folie, on meurt. Il y a des mécaniques de dingue dans ce jeu qui font que ça, c'est un incontournable. On passe des soirées à ce jeu, même des après-midi, à ce jeu, à s'éclater tout le temps. Franchement, on n'a pas l'impression de rejouer toujours la même partie. Et il y a toujours, même si les mécaniques sont les mêmes, ça reste un jeu, voilà, mais on s'éclate tout le temps. Il y a toujours de la variabilité et chaque partie est unique. C'est un peu pour ça que je vous disais que ça me faisait penser, à moindre mesure, mais dans Massive Darkness 2 me faisait penser à Cthulhu Death Medaille. C'était dans cet esprit-là, dans le sens où le fait de tout mélanger, moi c'est quelque chose que j'adore. J'adore en fait les jeux
un peu one-shot. Voilà, les jeux un peu one-shot. Je suis pas trop jeu à scénario, où il faut suivre des scénarios, on évolue en fonction des scénarios, et il faut quand même se les faire, tous les scénarios derrière. Hein. Moi, je suis plus un jeu one-shot, on va se faire une bonne partie, mais que cette partie va être complètement différente. On va tout mélanger, et on va se faire une bonne partie. Et ça, j'adore. Ça, c'est vraiment pour moi un bon jeu de société. Voilà. Donc, Toulouse Death Médaille, mon numéro 2 des jeux de société avec figurines jouables en solo. Alors pour mon top 1 des jeux de société avec figurines jouables en solo, je pense que personne ne peut le voir venir, celui-là. Personne ne peut le voir venir. C'est un jeu de dingue. C'est un jeu de dingue. C'est le jeu, je le place en première position, c'est le jeu qui me procure le plus de sensations, vraiment, en ce moment. Vraiment, c'est un truc de dingue. Alors, par contre, c'est un jeu qui est uniquement en anglais. Mais je l'adore tellement, ce jeu, que je l'ai traduit intégralement. Donc il y a 1800 cartes. Voilà, j'ai tout traduit. Mais je ne l'ai pas traduit d'aujourd'hui, parce que c'est un jeu que j'ai eu il y a très longtemps. J'en ai pas fait de vidéo, je sais pas si j'en ai pas déjà parlé dans une vidéo, il me semble peut-être, mais juste parler, je l'ai pas montré. Et en fait, il y a quasiment 3 ans, depuis que j'ai le début, 2-3 ans depuis que j'ai la chaîne, j'ai commencé à le traduire, et puis je l'ai revendu, parce que j'y jouais plus trop, et je l'ai racheté. Et ce jeu, c'est un dungeon crawler à la HeroQuest, mélangé avec du Cthulhu Death Médaille. Si je vous dis ça déjà, moi c'est comme ça qui me résonne, en fait c'est mélanger à du Cthulhu Death Médaille avec un côté épique, avec chaque personnage assez mécanique, c'est vraiment, voilà c'est ça, on va prendre une menace, on va prendre un méchant, on va prendre une quête, on va prendre, on va tout mélanger, on va tout mélanger pareil et ça va nous faire une partie. Ce jeu-là, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Altar Quest. Qui connaît Altar Quest? Ce jeu, il est complètement dingue. Alors, ce jeu-là, bien sûr, vous le trouverez pas en boutique, vous le trouverez pas dans le coin. Ce jeu-là, il est trouvable actuellement uniquement sur eBay ou d'occasion, sur les sites d'occasion. Hein. Je pense qu'il y en a qui doivent le vendre. Ils le vendent assez cher, hein. En général, on le trouve passer la barre des 200. Hein. Par contre, si vous le prenez, ça fait un peu comme Massive Darkness. Bon, après, faites comme vous le sentez, mais c'est un jeu, faut pas prendre juste la boîte de base. Il faut prendre tout. Parce qu'il y a des personnages en plus, il y a des quêtes en plus, il y a plein de choses en plus qui font que quand vous allez mélanger la partie, ça va vous faire vraiment beaucoup plus de rejouabilité. Altar Quest, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir donc un personnage et vous allez donc devoir accomplir une quête. Chacun va avoir son personnage qui va avoir son propre deck de cartes. On va avoir donc des mécaniques spéciales, c'est-à-dire que sur nos cartes, quand on va jouer nos cartes, on va avoir des actions spéciales qui correspondent au personnage auquel on joue. Il y en a qui vont pouvoir se faufiler, qui vont pouvoir désactiver des pièges. Il y en a qui vont pouvoir attaquer de loin. Il y en a qui vont pouvoir, qui vont avoir un allié. Il y en a une qui a un allié c'est une panthère. Elle peut la faire se déplacer. Il y a plein de mécaniques hyper top. Et en fonction de la quête qu'on fait, on va avoir pas mal de choses à faire différentes, comme dans Cthulhu Death Médaille, c'est-à-dire que il va falloir certains aller chercher un prisonnier, d'autres une autre quête, il va falloir s'échapper. Voilà, ça c'est vraiment top. La mécanique des dés aussi est géniale, et il y a un truc que j'adore dans ce jeu, ce sont les dés d'altar. Le principe de ce jeu, Altar Quest, forcément c'est la quête de l'altar, c'est-à-dire qu'on va devoir trouver l'altar, mais pas forcément dans toutes les quêtes. Bon, dans la plupart des quêtes, il faut quand même trouver l'altar. C'est un peu la pierre sacrée qui va servir à, dès qu'on la trouve, elle va purifier en général les lieux. Donc en général, c'est elle qu'on doit trouver, puisqu'il y a le mal qui s'est répandu dans le donjon. Et en fait, chaque quête va nous expliquer où on est. Soit on est dans un donjon, soit on est dans un souterrain, enfin, etc., etc. Donc le plateau de jeu, finalement, va représenter plusieurs situations. Et donc on va devoir faire un peu comme Massive Darkness 2. Celui-ci est sorti en 2020, Altar Quest. Massive Darkness 2 est sorti après, donc je sais pas si c'est inspiré ou... Mais je crois que Massive Darkness 1 avait déjà cette mécanique. Hein, donc le fait de... et puis de toute façon tout est basé sur HeroQuest à la base. Mais donc dans celui-ci, pareil, on ouvre une porte, on dévoile la salle, on place l'élément de décor au milieu, on tire la carte quête, savoir qu'est-ce qu'il se passe dans cette pièce. On tire les menaces, c'est-à-dire qu'on tire les méchants, on savoir qu'est-ce qu'il va y avoir comme menace dans cette pièce. Voilà. Et on a un grand boss aussi, ça j'ai oublié de le dire, on choisit aussi un boss. Et c'est ça qui est ouf aussi. On choisit un boss
Et donc ce boss, en fait, on va tirer des cartes, il va nous créer des événements, voilà, au fur et à mesure qu'on va tirer des cartes. Un peu comme dans Cthulhu Death Medai, c'est pour ça que je vous dis, c'est un mix vraiment de... ça reste dans la thématique de ce que j'aime, en fait, finalement. Et en fait, on va donc tirer des cartes du boss, et dès qu'il n'y a plus de cartes du boss, le boss arrive en jeu. Et là, c'est plus la même donne. Là, par contre, il faut faire gaffe, parce que là, le boss est quand même... les boss sont retors. Et voilà, donc du coup, bon, ce jeu est uniquement en anglais, par contre, il est facile à comprendre. Voilà, pour ceux qui maîtrisent un petit peu l'anglais, c'est du inflict, c'est du interact, c'est du search, voilà, search pour chercher, interact pour interagir. C'est assez simple à comprendre, mais comme moi je voulais y jouer avec du monde et que je sais que c'est plus sympa quand même d'avoir juste un coup d'œil à avoir sur la carte en français pour pouvoir savoir tout de suite de quoi il s'agit, j'ai préféré tout traduire et voilà. Donc Altar Quest, franchement, coup de cœur absolu. Vraiment coup de cœur absolu. Ceux qui y ont joué, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu. Parce que moi, je m'en lasse pas. C'est le genre de jeu, je m'en lasse pas. J'ai du mal à m'en lasser en fait. Il y a des jeux comme ça où je vais faire 2-3 parties et je me dis bon, au placard, et on le ressortira plus tard. Et en fait, Altar Quest, je m'en lasse pas. Alors peut-être que je vais en faire une overdose, c'est clair. Mais bon, on n'y joue pas non plus tous les jours, hein, forcément, mais je sais que de temps en temps, voilà... J'ai mon pote qui vient, j'ai mon frère qui vient, on se fait des parties, et dès qu'on peut, on s'en fait une, et puis bon, on change un peu de jeu. Mais celui-là, je m'en lasse pas. Voilà, je m'en lasse vraiment pas. Il a des mécaniques que j'adore. Et oui, donc je vous ai pas parlé, c'est des dés d'altar. Ce sont la mécanique qui est top. Je sais que je suis parti un petit peu dans tous les sens. Il y a les dés d'altar, c'est les dés en fait qui représentent les énergies qui flotte autour du donjon, en fait, qui flotte autour de l'altar. C'est l'altar qui produit ces énergies. Et donc, il va y avoir des énergies d'eau, de feu, de vent, d'ombre, etc. Et on va pouvoir s'en servir pour faire des actions spéciales, mais par contre, les monstres aussi. Et voilà. Il va falloir un petit peu jauger par rapport à ça, et on va les relancer, ces dés, ça va changer pendant toute la partie. Je sais même pas trop comment vous expliquer. C'est très simple. Dans tous les cas, il y a une vidéo qui va arriver sur la chaîne, sur Altar Quest. Je vais vous montrer une partie en détail. Je vais vous faire une partie d'Altar Quest. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se joue et vous verrez mieux. Vous verrez mieux en jeu, ça sera beaucoup plus simple. Voilà donc pour mon numéro 1, Altar Quest. Alors pour terminer cette vidéo, je voulais faire un récapitulatif très rapide par rapport à ma première vidéo de mon top 5 des jeux de société avec figurines jouables en solo. Donc j'avais placé Ghostbusters, le jeu de figurines, je n'y joue plus, clairement. J'avais placé Village Attack, c'était pareil, c'était un coup de cœur du moment, et je l'ai revendu, clairement. Et j'avais placé Deep Madness. Deep Madness, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu, mais lourd. Et finalement, Cthulhu Death Medai a gagné la bataille. Vraiment, je m'amuse mieux maintenant à Cthulhu Death Medai que sur Deep Madness. Malheureusement, malgré qu'il soit riche, Deep Madness est quand même très riche. Mais au fur et à mesure du temps, je l'ai trouvé lourd. Je l'ai trouvé lourd à installer, je l'ai trouvé lourd à jouer, je l'ai trouvé... Bon, il est long, forcément il est très long. Il est très bien par contre. Ceux qui ne connaissent pas Deep Madness, allez-y. C'est un peu comme si... c'est un très bon jeu Deep Madness, hein. C'est pas un mauvais jeu du tout, hein. C'est un peu comme si on avait regardé, j'ai regardé toute une série, je l'ai adoré cette série, et puis on se la refait, quelqu'un nous dit bon allez on se la refait, bon allez pourquoi pas, bon ok. Par contre bon, le jeu je l'ai revendu, bon, je l'ai revendu parce qu'au bout d'un moment j'ai fait le tour, et je l'ai eu sur mon étagère, et je me suis dit non mais je vais pas le garder en fait ce jeu, pareil, j'ai eu une bonne offre intéressante, j'ai dit bon allez, je laisse partir. Malheureusement, je savais que j'y rejouerais plus. Voilà, je savais que j'y rejouerais plus. Mais si quelqu'un un jour a le jeu Deep Madness chez lui et qui me dit tiens, on se fait une partie, mais avec plaisir mon gars, avec plaisir. C'est pas un mauvais jeu du tout, c'est juste que j'en ai fait le tour. Je me vois pas moi le ressortir et y rejouer. Voilà, c'est pour ça. Autre petite mise à jour. Vous allez peut-être probablement le voir, j'ai eu des petites sanctions sur ma première vidéo de top 5 des jeux de société avec figurines jouables en solo à cause des droits d'auteur. Voilà, j'ai eu des petites, j'ai mis des petites musiques de fond qui ne sont pas bien passées. J'ai dû faire quelques petites coupures. Bon, voilà, j'ai dû faire quelques coupures, ça m'embête un peu.
Ouais, ça m'embête un peu, mais la vidéo, je peux pas la refaire. Elle date hein, maintenant, elle date il y a plus d'un an. Donc voilà, j'ai même plus les, j'ai voulu essayer comment dire, de la remanier, et là, quitte à la reposter proprement, je peux pas. J'ai perdu les fichiers vidéo. Donc forcément, au bout d'un moment, on peut plus la magouiller. Voilà. Donc voilà, ça me permet en même temps de vous faire la mise à jour, c'est la mise à jour 2024. Alors début 2024, puisque bon, forcément, il y aura peut-être, je vous ferai des mises à jour comme ça au fur et à mesure, parce que c'est vrai que je suis beaucoup jeux de figurines. Peut-être qu'il y aura des pépites qui vont, qui vont arriver, et j'essaierai de vous faire des tops peut-être de temps en temps, de différentes catégories des jeux auxquels je joue. Voilà. Et voilà pour cette vidéo, et puis bah, je vous dis, on se donne rendez-vous pour le prochain top des jeux de figurines. J'allais vous dire 2025, mais 2025 vous pouvez être quasiment sûr, 2025 ou 2026, ça c'est la question. Vous pouvez être quasiment sûr qu'il y aura Nemesis 3 dans ce top. Je sais pas à quelle place il sera, parce que je vais faire plein de parties. Ça c'est pareil, dès que je vais le recevoir, je vous ai dit, on va se l'unboxer direct, bam bam bam, on va tout regarder en détail, et on va s'en faire des parties. Et là, je vais essayer de trouver on va essayer de se faire un nouveau setup. Je vous ferai une petite vidéo mise à jour aussi sur l'avenir un petit peu de la chaîne, voir ce qu'on pourrait essayer de faire au niveau vidéo. Mais on va se faire des grosses parties là à plusieurs, et voilà, vraiment on va tester ça. Bref, on va stopper la vidéo, elle est déjà assez longue comme ça. C'était donc mon top 5 des jeux de société jouables en solo avec figurines. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.